Voilà, bienvenue donc à notre émission. Donc j'ai accroché sur Funerai Radio. Nous allons aller du côté donc d'Abidjan pour voir que l'honorable Kwadjo Kona Bertin, qui est candidat donc à la présidentielle donc de 2015, et par la même occasion membre du bureau politique du PDCI-EDA. Alors, honorable, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Voilà, en qualité de membre du bureau politique, vous avez donc assisté à une rencontre du bureau politique de votre parti hier. Alors, est-ce que vous pouvez certainement nous faire un peu le point de la situation? De quoi avez-vous parlé, honorable? Écoutez, Jacques, pour être honnête, je n'y étais pas moi-même, parce que je savais très bien ce qui allait s'y passer. En lieu et place d'un bureau politique de militants civilisés, ayant à cœur de préparer les conditions du retour de la partie au pouvoir, on a assisté hier à un pugilat, dû au fait tout simplement que la direction du parti, manipulée par le président et son secrétariat exécutif, voulait faire adouber ou admettre l'appel de Daoukro à la réunion du bureau politique. Un préalable a été posé pour dire que ce n'était pas de la compétence du bureau politique, donc d'endosser donc l'appel de Daoukro, comme il fallait s'y attendre, les pro-béliers qui étaient visiblement venus pour faire un passage en force ont commencé dans tous les sens à agresser les uns et les autres, et c'est dans ces conditions que le bureau politique a pris fin avec la décision du président Bélier, je dis de façon unilatérale, de convoquer un congrès extraordinaire au mois de février. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Un congrès extraordinaire. Quels sont donc les avantages et les inconvénients d'un congrès extraordinaire? Pourquoi un congrès extraordinaire et non une convention? Dans l'esprit de M. Bélier, eh bien, à ce congrès extraordinaire, on ira pour modifier les résolutions du congrès, notamment en ce qui concerne la résolution qui stipule qu'il faut avoir un candidat pour le PDCI et un militant actif. Mais là où je pense que leurs juristes n'ont pas poussé loin la réflexion, l'analyse, c'est qu'un congrès extraordinaire peut remettre tout, y compris le poste du président lui-même. Donc, nous estimons que le congrès ordinaire, le 12e, a été une erreur. Il s'agira d'aller corriger les erreurs. Donc, nous allons procéder à l'élection d'un nouveau président, peut-être même revenir sur la dissolution du secrétariat général. Bon, tout va être remis à plat à ce congrès extraordinaire. Mais dans tout ça, ce qu'il faut retenir, moi je l'ai compris très tôt et j'avais prévenu les militants qui n'ont pas voulu me suivre au congrès, au 12e congrès. Le président Bédier veut user du dilatoire pour gagner du temps, nous affaiblir, pour que justement, de faire de Ouattara le candidat unique soit une réalité. Sinon, un parti comme le PDCI-RDA, on ne peut pas à ce moment encore être au stade convoquer un congrès extraordinaire pour traiter de je ne sais quelle question, alors que l'urgence, c'est la présidentielle de 2015. Alors, honorable, en vous écoutant, c'est comme si on avait l'impression que vous avez donc les moyens de faire basculer, j'allais dire, les choses en votre faveur. Aujourd'hui, quelles sont quand même vos chances donc de faire passer vos idées actuellement au PDCI-EDA? Jacques, moi, j'ai été clair avec les militants et les Ivoiriens. Je suis candidat à la présidence de la République avec ou sans le PDCI-RDA. J'ai été candidat au poste de président du parti au dernier congrès. J'ai fini ce combat. Ce qui me préoccupe, c'est comment résoudre la misère, combattre la misère et le chômage, et bien qui sévissent dans mon pays. Et j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle sous la bannière du PDCI-RDA. Mais le PDCI, tel qu'il se comporte par la faute du président Bédier, aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne représente plus rien dans l'opinion. C'est devenu une coquille vide. Les Ivoiriens s'en moquent éperdument. Les Ivoiriens rient à la limite de nous. Et ce PDCI-là, qui devient ridicule de cette façon, je ne suis pas sûr qu'avec
cette formation-là, on puisse gagner l'élection présidentielle. Écoutez, nous sommes suffisamment vigilants et conscients des enjeux qu'il y a devant nous. Donc moi, je ne tombe pas dans le piège de la distraction. Ce qui m'importe, c'est comment je me mets à l'écoute de l'ensemble des Ivoiriens et comment je fais en sorte de conquérir leur confiance le moment venu. Alors, la presse dit que le président Bédié vous aurait demandé, vous, à M. Charles Kounambani, de vous présenter en candidature libre, mais pas candidat, donc du PDCID. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Est-ce que M. Henri Konan-Bédié ou bien le bureau politique a pratiquement ce droit de vous demander cela? Alors, honorable, est-ce que vous nous entendez? Voilà, mais vous excusez, nous sommes toujours à l'écoute donc de spécial. Alors, moi, ce qui me concerne, je sais une seule chose, je suis militant du PDCI-RDA et personne ne peut me l'enlever et les Ivoiriens me connaissent. Je serai candidat le moment venu. Ceux qui se reconnaissent à moi comme PDCI-RDA, eh bien, voteront pour moi en tant que tel. Alors, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit à un congrès extraordinaire, vous avez cette possibilité de remettre tout à plat et même demander un peu le départ donc, du président Henri Konan-Bédié. Comment allez-vous procéder? Non, ce n'est pas de demander son départ. On va à un congrès, c'est parce qu'il estime que celui qui s'est tenu récemment s'est trompé et qu'on va faire des corrections. Bon, la correction peut aussi concerner le poste de président. Ça peut être remis en question, on va voter à nouveau. S'il gagne à nouveau, il restera président du parti. Eh bien, s'il ne gagne pas, quelqu'un d'autre va diriger le parti. Mais on n'ira pas seulement à un congrès extraordinaire pour subir le dictat de M. Bédié. Non, on va appliquer cette fois-ci les textes, ce qu'il nous demande. Et je pense qu'un congrès extraordinaire, ce n'est rien d'autre que l'occasion de remettre à plat et corriger toutes les erreurs qu'on a commises au congrès ordinaire. Alors, honorable, 2 semaines ou 3 semaines après l'annonce de vos candidatures à la présidentielle de 2015, alors comment les choses vont sur le terrain? Je peux vous dire que les choses se passent très bien. Les Ivoiriens accueillent mon candidature avec beaucoup d'enthousiasme. Et je vous le dis dès les premiers instants que nous allons étonner tous ceux qui n'y croient pas. Parce que je comprendrai difficilement que ce qui pourrait paraître comme ce qui doit être un atout, c'est-à-dire la jeunesse, que l'on puisse transformer cela en faiblesse ou en handicap. Non, notre jeunesse est un atout pour la Côte d'Ivoire, un pays complètement défiguré, un pays en épave, qui aura besoin de quelqu'un de vigoureux, en bonne santé, en pleine possession de toutes ses facultés pour le relever. Et je pense que notre jeunesse est un atout majeur. Et vous êtes très optimiste, honorable? Très optimiste? Je suis plus qu'optimiste. Je connais les Ivoiriens. Je ne me serais pas déclaré candidat si je n'étais pas sûr de ce que les Ivoiriens, de savoir ce qu'ils veulent. Je peux vous dire une chose, je suis optimiste et nous allons étonner le monde. Alors, comment arriverez-vous certainement à convaincre ceux qui sont assez sceptiques, surtout au vu de ce qui se passe un peu sur le terrain ces derniers temps avec l'inauguration en fanfare du pont Henri Konan-Bédié? À cet effet, M. Konan-Bédié a dit que ce pont en lui seul mérite 2 mandats pour M. Alassane Dramane Ouattara. C'est l'avis de M. Bédié que je ne conteste pas. Je respecte son avis, mais on ne peut pas résumer l'avis des Ivoiriens à un pont. Ce serait une insulte faite aux Ivoiriens. Les Ivoiriens aspirent à autre chose, mieux. C'est vrai, un pont, et ce pont-là, de toute façon, je l'ai dit, on aurait dû procéder à son inauguration depuis 2001 ou 2000, vu que c'était ce fameux coup d'État militaire de 99, traité à l'époque par ceux qui l'ont bâti aujourd'hui, de révolution des œillères. Ça vous dit combien on a pris du retard, au moins une quinzaine d'années, pour justement inaugurer un pont. Nous serions à autre chose aujourd'hui. La leçon qu'il faut tirer devant cette œuvre, c'est que quand il y a la paix dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quand il n'y a personne pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, quand il n'y a personne pour décréter la chienlit,
tant qu'il n'y aura personne pour frapper le régime ou le pouvoir moribond pour qu'il tombe et que la paix règne, on peut bâtir. Voilà la leçon que je retiens. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas un fait nouveau. Et les Ivoiriens savent que M. Bédier lui-même, qui a eu cette idée ingénieuse de bâtir ce pont, avait déjà dédommagé tous les riverains autour. C'est-à-dire que, tout était le coup d'État, comme je l'ai déjà dit, pour risque de me répéter, ce pont aurait été inauguré il y a une quinzaine d'années. Donc, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. M. Ouattara nous a proposé un programme de gouvernement, un projet de société. J'attends de voir le début d'application de ce programme-là, jusqu'à aujourd'hui. Voilà des choses auxquelles on va procéder à l'inauguration du pont de Jacquesville, qui a été bâti par Laurent Gbagbo avant de partir. On a achevé l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. C'était l'œuvre de Laurent Gbagbo également. Donc, croyez-vous que les Ivoiriens ne sont pas dupes? Ce dont ils ont besoin prioritairement aujourd'hui, c'est de revivre ensemble, de se réconcilier, de se parler. Quel que soit le nombre de ponts qu'on va bâtir, on les bâtira pour les Ivoiriens. Tant qu'ils seront en exil, tant qu'ils seront en prison, tant qu'ils ne peuvent pas se parler, eh bien ces ponts ne servent pas aux Ivoiriens. Voilà la réalité. Honorable, revenons encore sur un autre segment. La semaine dernière, vous avez donc reçu des cadres, des jeunes, j'allais dire, Front populaire ivoirien. Et à cette occasion, vous aviez dit que M. Laurent Gbagbo, vous avez affirmé que M. Laurent Gbagbo était candidat à la présidentielle du Front populaire ivoirien. Certaines personnes disent que c'est une émission dans les affaires du Front populaire ivoirien. Alors, pourquoi avez-vous affirmé cela, honorable? Écoutez, je n'ai pas affirmé cela. Moi, j'étais à La Haye pour saluer le président Gbagbo. Et si les indiscrétions m'ont fait comprendre qu'il préparait sa candidature, eh bien, je ne pouvais que dire ce que je sais. Oui, ce n'est pas du faux. Laurent Gbagbo est candidat à la présidence du FPI. Et si je le sais, je n'ai pas besoin d'être FPI pour le dire. Non, c'est-à-dire, quand vous dites que vous le savez, est-ce que M. Laurent Gbagbo vous a dit qu'il était candidat à la présidentielle du Front populaire ivoirien? Il ne m'a pas dit à moi qu'il était candidat, mais je suis un homme politique, je ne suis pas un enfant, j'étais à La Haye. Voilà. Donc, ça peut se comprendre. Ah, d'accord, vous comprenez très bien, donc, honorable. Alors, encore une fois, honorable, comme d'habitude, votre mot d'espoir pour ces nombreux auditeurs à la veille de la... Non seulement ça peut se comprendre. Voyez-vous, écoutez, je n'ai pas de leçons à donner à mes amis du FPI, et je ne veux pas me mixer non plus dans leurs affaires intérieures. Je respecte l'autonomie de ce parti. Moi, je suis un démocrate et j'ai envie que la démocratie soit une réalité dans mon pays. Je milite pour que les partis restent forts, que le FPI soit fort, que le RDR soit fort, que le PDCI soit fort. Ainsi sera forte notre démocratie. Voilà ma logique à moi. Mais je leur dis, nous sommes dans une phase de réconciliation nationale. Et il me semble que très souvent, j'entends des militants du FPI que pour aller à la réconciliation, il faut libérer Laurent Gbagbo. On a fait même une condition. À supposer qu'à leur congrès, au congrès du FPI, un autre militant venait à battre Laurent Gbagbo démocratiquement. Ça voudrait dire que les militants du FPI, dans leur grande majorité, eh bien, auront admis que la vie est possible au FPI sans Laurent Gbagbo. Mais quand la vie est possible en votre sein sans Laurent Gbagbo, comment vous pouvez par la suite venir nous dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans Laurent Gbagbo? Il me semble qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Donc c'est une question de bon sens et de logique. Si Gbagbo est candidat, il est candidat. C'est à eux de régler ces choses-là, mais je ne pense pas que leur base attendent d'eux, surtout de la direction du FPI, qu'ils se divisent au point d'aller mobiliser les forces qui les traquent dans ce pays-là contre leur propre parti. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai comme le sentiment que le gouvernement, en même temps qu'on tue le PDCI RDA à petit feu, on tue le FPI. Là, c'est au grand jour, parce qu'il faut coûte que coûte que Hassan ait 2 mandats. De cette façon-là, je crois que ce n'est pas ça les règles d'usage en démocratie. Alors, je demande tout simplement que la sérénité nous habite, surtout que les gens estiment qu'ils sont majoritaires. Mais allons-y en respectant le minimum de règles possibles, et puis que le meilleur gagne en 2015. Moi, je suis convaincu d'une chose, les Ivoiriens que nous connaissons, savent ce qu'ils veulent, ils sont situés d'ailleurs sur ce qu'ils veulent, et le moment venu,
ils prendront leurs responsabilités, pourvu tout simplement que ces élections soient ouvertes, plurielles, démocratiques, sécurisées, apaisées, et que tous les candidats aient le droit de parcourir les 322 000 km² sans se faire inquiéter physiquement, et que chacun puisse défendre son projet et son programme. Et ça, ce sera une condition, parce que si on ne peut pas battre campagne sur une parcelle, la Côte d'Ivoire, eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas de campagne sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas qu'on revienne à la case départ. C'est pour cela que la responsabilité du gouvernement et du président Alassane Ouattara dans ces élections qui arrivent, eh bien, est grandement engagée. Et je dis, il faut que ces élections nous réconcilient. Il faut une sécurité pour tous, une armée nationale, véritablement nationale, qui garantisse l'intérêt de la Côte d'Ivoire et qui protège tous les candidats et que personne ne soit inquiété, que les règles du jeu soient connues et soient claires, qu'il y ait une CEI qui soit indépendante, véritablement, pour que justement nous donnions une chance, non seulement à la démocratie, mais à la réconciliation et que la Côte d'Ivoire se relève. Oui, honorable, avant de vous laisser partir, est-ce qu'on peut parler de crise profonde actuellement au PDCI-EDA ou bien de fronde? Ça se lève que le PDCI va très mal. Je peux vous dire que c'est vraiment dommage de le dire. Je comprends maintenant pourquoi M. Aoussou, très tôt, l'a traité de parti rabougri, parce qu'il savait bien où il nous menait. Mais en réalité, bon, voilà, le PDCI est devenu une coquille vide, un parti quelconque, les dirigeants d'un parti qui travaille contre ce parti, contre ses intérêts, au profit d'un adversaire. C'est la première fois que je vois ça en Côte d'Ivoire, et c'est triste que ça arrive au parti de Félix Houphouët-Boigny. Ah, s'il est mort, comme on dit en Afrique, ils ne sont pas morts, et là où il est, Oufo devait être doublement malheureux d'assister de voir ce à quoi on assiste et que nous vivons aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire sur la vie du parti, mais en tout cas, le PDCI-RDA va très, très, très mal, sinon c'est un parti qui est appelé à disparaître. Voilà, merci beaucoup, donc, honorable Kwadjo Konan-Bertin, et surtout portez-vous bien, hein? Au revoir. Merci. Voilà, alors c'était donc le Kwadjo. Nous essayons